Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du CIM. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable NSMGF, animateur du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est NSMGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. Et Comme dirait Sylvain Grenier, Sly, aussi connu sous le nom de Iceman. tous les gros ont de gros mollets et j'ajoute à ces sobriquets sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Voilà, c'est fait. C'est fait. On a 10 minutes d'intro. Ben écoute, tu sais, quand on a du temps à faire, là, on fait l'intro puis on avance pas mal. Et parlant de faire du temps... Mais ça, je me c'était- demande. Oui. Le monde, il pèse-tu sur le 15 secondes quand tu fais l'intro? Hey, c'est une bonne question. Allez nous écrire en commentaire si vous êtes tanné de l'intro, parce qu'on peut commencer directement, là, mais c'est toujours le fun de te planter avec quelques sobriquets. Ben Donc, oui, c'est c'est important sûr. de le faire, je pense. Mais tu te Hey, souviens que quelqu'un a écrit la semaine passée que j'étais pas aveugle puisque j'avais remarqué que Trinity, c'était maintenant marqué Naomi dans ses cheveux. Donc, je n'étais pas aveugle. il y a rien qui nous dit que c'est pas quelqu'un qui te l'a dit que c'est ça qui était écrit dans ses cheveux, tu sais. Ouais, Moi, mais j'ai ça passé doit- du temps avec toi, Marc, et tu vois pas grand-chose. Non, mais ça doit être dur de décrire l'action hein, quand tu vois rien. Mais des fois, en t'écoutant, on se demande si tu vois l'action. Mais ça, c'est une autre histoire. Et que tes langues sales. Puis là, tous ceux qui ont écrit, là, saviez-vous là, que vous aviez deux personnes en arrière de vous autres qui étaient bêlées puis mounaient? Ben oui, arrêtez, là, je suis plus capable. On n'est pas Tout- si cave que ça. Tout était arrangé. Les filles m'avaient contacté avant. On peut-tu venir dans votre loge, venir voir notre ami lutter? Tout était prévu. Faites-vous-en pas. On était au courant. Inquiétez-vous pas. Mais Hey, Marc! ils ont refusé une invitation de venir prendre un verre dans la chambre après, par exemple. Ah, mais écoute, je sais pas tout ce que tu as demandé, mais hey, salutations à ton épouse Jazz qui est sûrement à l'écoute. Ben oui, prendre un verre avec quelqu'un, il n'y a rien là, surtout qu'ils ne comprennent pas le français. Ah non, il parle pas français. Non, ben non. Hey Marc, on fait du temps, mais parlant de faire du temps, on ramène un segment fort populaire à la demande générale, les nouvelles à Blondin, et on commence tout de suite en parlant de quoi? Du livre! Bien oui, soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Toujours disponible, je prolonge le spécial à 20 $. Je suis allé la semaine passée signer des copies au marché aux puces Saint-Michel de nos amis films fanatiques Oui, de oui, oui! Sébastien Falardeau. C'est là que j'ai rencontré par hasard Joey Soprano, le Ben oui, parrain. il a mis une photo de vous deux sur les internets, j'ai vu ça Ben oui. passer. Ben oui, alors le spécial, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire, ça me faire plaisir de vous poster ça. Là, je vais répondre à PCO, mon cher, en même temps, parce qu'il veut me Wow! parler et j'ai pas fini le podcast j'ai pas fini avec Ansem. Bon. Les joies du direct quand on enregistre en avance. Bravo, Ben Marc! oui, alors c'est ça qui se passe pour le livre.
La bière, est-ce qu'il y a le retour de la bière Bédard Bessieux? J'ai été contacté par Yann de la Noire et Blanche et ils vont sortir en canette la, la Bédard Bessieux à la goyave. Oh oui, la Probablement goyave! qu'on va probablement laisser aller l'autre parce que la goyave est très, très, très populaire. Et j'ai demandé à David Saint-Martin, Chacal, Oui, de concevoir le nouveau dessin. J'ai le goût de OK. changer de dessin qui soit plus punché. Alors, il est là-dessus. Wow, intéressant. Et, est-ce qu'on a une date de production, une date de sortie ou Ben, ils sont là-dessus là, dans les prochaines semaines. C'est pour ça qu'il m'a contacté. Pardon. un petit test de prostate pour Marc, mais t'es rendu à l'âge. On Oui. continue, Marc. Tu voulais qu'on parle des prix de l'année 2023 de la lutte québécoise. Mais surtout, je voulais savoir pourquoi tu m'as dit, pas moi pas là-dessus, les prix de l'année. Écoute, Marc, c'est un vote populaire. C'est correct. Écoute, on n'embarquera pas dans les détails. Je ne vais pas me chicaner avec mon chum Pat Laprade qui passe beaucoup de temps là-dessus. Mais écoute, on est troisième dans les podcasts. Je suis très fier de l'accomplissement. Surtout qu'il y en a 4000. Oui, mais c'est cool quand même. On est troisième. Ouais, On a été dans les nouvelles les plus importantes de l'année quand il parlait que la lutte était à la radio avec BPM. Donc, on a eu ouais. une nouvelle importante là. Fait que non, c'est juste du bon pour nous autres, c'est le fun. Dans les personnalités de l'année, j'étais dans les mentions déshonorables. Donc, écoute, on est encore visible sur la scène québécoise, même si on l'est moins. Ouais, et parlant de visibilité, c'est avec grand plaisir que j'annonce aux fans de Simmania que tu ne seras pas sur la carte de Simmania 4. Bon, qui se déroule au mois de mai. Quelle date, là? 5 mai. 5 mai à la Ouais, microbrasserie L'Entêté. exactement, Mirabelle. J'ai reçu beaucoup de courriels et de messages sur les réseaux sociaux disant il faut que Handsome se concentre pour devenir un bon analyste. Eh, boy, est-ce que tu as des noms à me donner de ceux qui t'ont écrit? Alors, je peux t'envoyer la liste. Tu m'enverras ça, la liste. On va faire le tour, voir si c'est des gens aussi crédibles que toi. Un, c'est Steve Charrette, puis d'autres de tes amis. Toutes de Ah, tes amis. des bons J'ai. chums, hein? Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mes chums, la plupart qui gagnent nos tirages, mais ça, c'est une autre histoire. Marc, Ouais. tu m'as marqué ici 600 000 vues. Oui, on approche parce que le podcast, pardon, Tous, on est, tous. on est tous les deux amochés. Oui, Euh, le podcast il est vu sur toutes les plateformes, mais sur YouTube, avec mes entrevues, avec tout ce qu'on met, on frôle le 600 000 vues qui devrait être atteint wow. dans les peut-être d'ici 2, 3 semaines. Alors, c'est quand même quelque chose, 600 000, là, c'est du stock. Wow, bravo, Marc. Et j'ai aussi, on veut parler de Rébellion qui s'en vient pour nous au mois d'avril. Oui, tous ceux qui nous ont encouragés dans le passé, on revient cette fois-ci. On a 4 billets dans la zone Molson X. 4 billets, donc on va vendre ça 20 le coupon. On espère en vendre une cinquantaine. Et Oui, si tu gagnes, ben, tu gagnes les 4 billets. Fait que c'est une exact. belle soirée avec toi, tes chums, pour ceux qui ont des amis. Voilà, exactement. Et tu voulais qu'on termine en parlant de Simmania 4, 5 et 6. Tu viens de me lancer ça au visage pour Simmania 4. Mais là, 5 et 6, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, premièrement, Simmania 4, je commence à recevoir des messages comme quoi les billets sont toujours pas en vente. Il n'y aura pas beaucoup de billets réguliers de disponibles. S'il y en OK. a 75, ça va être beau. J'ai rajouté des tables VIP. Excuse-moi. Ça va bien, ça va bien. Désolé. Est-ce qu'on va passer à travers ce podcast, mesdames, Désolé messieurs? pour les auditeurs. Alors, justement, là, les tables VIP, ça s'envole. La plupart, j'y vais par ceux qui sont là depuis le début. Oui. Alors, ça va très bien. La carte, elle est presque complétée. Oh boy, Oh! quelle carte! On va pouvoir vous en parler d'ici quelques semaines. Et vous le savez, j'avais écrit Je cherche. Parce que Hanson me dit qu'il est très connu sur la rive sud, dans la région de Sainte-Julie. Alors, je cherchais, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit un endroit et il y a une municipalité avec la mairesse
qui a fait contacter quelqu'un pour me dire on aimerait vous recevoir au début de l'été pour Simmania 5 sur la rive sud. Oh, et tu vas pas nous dévoiler quelle municipalité? Non, ça va être dévoilé d'ici 2 semaines, plus ou moins. Wow! Incroyable! J'étais même pas au courant de ça, Marc. Petit cachetier! Oui, oui. Et pour Simmania 6, on est allé faire un événement. Tu étais là pour Pat Patterson au Château Royal et les Oui. discussions ont commencé pour qu'au mois d'octobre, Simmania 6 soit présenté à Laval au Château Royal, pas très loin du métro. Ouais, puis c'est une belle salle, beaucoup de commodités là-bas. Donc, ouais, très bonne idée, Marc. Ouais, Hey, ça conclut le segment Les Nouvelles à Blondin. Plongeons dans le vif du sujet du podcast cette semaine, les arts martiaux mixtes qui s'invitent à la lutte. oui, ça existe depuis longtemps. C'est sûr qu'on passe tout de suite à Ronda Rousey, on pense à Brock Lesnar, mais il y en a eu d'autres. Et Oui, c'est intéressant d'aller, de reculer dans le temps. Et j'ai demandé à Simon Lacroix, celui qui est derrière Total Crap, entre autres, oui. qui m'ont été suggérés par ton ami Mathieu Lavigne, de nous amener dans l'univers MMA lutte, ou lutte MMA aussi. Alors, on l'a en 2 segments, mais on va commencer tout de suite par aller dans l'histoire et voir exactement qui sont ces noms et pourquoi c'est arrivé. Très intéressant. Alors, sans plus tarder, la première partie de l'entrevue que tu as réalisée avec Simon Lacroix. On est content de le retrouver, Simon Lacroix. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va très bien, Marc, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, la dernière fois, c'est pour parler de livres, et là, c'est pour parler d'un autre sujet complètement différent, même si ça a un lien avec la lutte. On fait quoi de bon? Ces temps-ci, ben, pas mal occupé avec Total Crap, faire des films. D'ailleurs, avec des amis, on fait un documentaire sur PCO. Je sais pas si tu es au Oui, courant. ben, Ben, avec ben, Mathieu Lavigne, puis on en avait parlé quand on avait voyagé ensemble. exactement, ouais. On avait fumé un cigare, je pense, à Burlington. Ouais. On avait jasé, mais ça fait un bout de temps que vous êtes là-dessus. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que on a commencé ça avant la pandémie. Hey, imagine-toi. Puis ben, tu sais, à un moment donné, à cause de la pandémie, ça s'est un peu perdu. On est un peu revenu là-dessus cette année, si on peut dire. On a fait une grosse entrevue avec PCO cette année, cet été, où est-ce qu'il nous a conté toute sa carrière. Fait que là, on est en train de checker tous les rushs qu'on a, puis pour essayer éventuellement de faire un montage avec tout ça et voir où est-ce qu'on est rendu, voir s'il nous manque des affaires à filmer. Et, Ah, fait que, on a hâte de voir ça. Est-ce que ça va sortir en 24 ou en 25? ouais, là, c'est dur à dire, mais je dirais, tu sais, pour être conservateur, je dirais plus 2025. Ah, Mm. OK. Et Total Crap, le prochain est quand? Ben, le prochain nouveau show qu'on fait, parce qu'on est en tournée un peu partout au Québec, mais le prochain nouveau show qu'on fait, c'est le 24 mai, la première, au Club Soda, et ça va être un spécial télé communautaire. Oh, boy. OK. OK. Vous allez avoir du plaisir là-dedans. Je pense que oui, parce que la télé communautaire, c'est comme un peu un de nos sujets de prédilection à Total Crap, donc ça devrait être bien le fun à monter tout ça. Bon. Dis-moi, est-ce que tu suis toujours la TNA? Oui, d'ailleurs, pas mal excité avec le retour à TNA, si on peut dire. J'ai surtout hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec tous les lutteurs qu'on a entendu des rumeurs qui étaient aux derniers enregistrements télé. Et donc, on a hâte de voir comment ils vont évoluer et où vont aller toutes les histoires, si on peut dire, là. C'est J'ai hâte de c'est- voir. J'ai c'est d'ailleurs aussi, électrisant. ouais, j'ai d'ailleurs aussi hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec PCO. Puis en plus que la semaine dernière, au Rumble, il y a Jordynne Grace, la championne de TNA, qui était là. Donc, Qui est-ce a que ça très, va? très bien paru. Ouais, très bien. Puis même que ça va probablement faire en sorte que du monde qui vont dire ah, OK, il se passe de quoi à TNA? On le savait déjà à cause du renouveau, mais là, il y a de l'avoir au Rumble. Oh, OK. Parce que la dernière fois qu'il y a eu
la championne féminine de TNA au Rumble, c'était Mickie James. Puis elle avait Oui, déjà une historique avec la WWE. exact, Et là, exact. dans ce cas-ci, Jordynne Grace, pour ceux qui sont juste fans de la WWE, elle sortait de nulle part, puis ils l'ont vu performer, puis elle a très bien fait, donc ils seront peut-être curieux d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait en tant que championne de TNA. Ça peut juste être bon. Ouais. Bon, on parle du sujet du jour après presque 4 minutes de blabla, comme deux Ouais. mémères. Simon, ton ami Mathieu Lavigne qui t'a proposé à titre d'invité. Cette semaine, on dit la MMA qui s'invite dans un ring de lutte, mais on va aussi parler de l'inverse. Mais tu voulais commencer par nous parler un peu de l'historique. Oui, parce que, tu sais, si souvent les gens vont retracer comme l'historique des combattants d'MMA qui s'invitent dans la lutte aux années 90, donc au début de la UFC avec Ken Shamrock et Dan Severn quand ils sont arrivés dans la WWE. Mais moi, j'aimerais parler de l'avant ça, ce qui veut dire parler de deux événements particuliers. De Gene LeBell. Gene LeBell, qui est un lutteur, mais aussi un pratiquant d'arts martiaux, surtout connu pour avoir fait du judo. Dans les années 60, il y a un boxeur qui s'est dit qu'il n'y a aucun autre combattant de d'autres disciplines que la boxe qui pourrait battre un boxeur. Donc, il a lancé un challenge en univers pour dire peu importe qui de d'autres disciplines veut affronter un boxeur, on va organiser un combat. Et il y a Gene LeBell qui a levé la main. Donc, lui, c'est un lutteur, mais surtout connu à ce moment-là, pour avoir fait du judo, d'avoir remporté des championnats. Il a fait comme, ben, moi, je peux l'affronter, votre boxeur. Fait que le combat était organisé entre Milo Savage et Gene LeBell en 1963. Et là, quand tu dis, il a lancé ça dans l'univers, il n'y a pas de médias sociaux, là. C'est en 1960, là. Non, c'est ça. C'est que le challenge a été envoyé, puis ça a peut-être passé dans les médias. Et donc, ceux qui avaient à se demander s'ils ne pouvaient pas relever ce challenge-là, ben, ils ont été au courant. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'il y a un combat qui a été organisé. C'est considéré comme le premier combat de MMA télédiffusé au monde, donc en 1963. Et Gene LeBell, même si son adversaire, Milo Savage, a essayé d'amener des règlements pour faire en sorte que ça peut être à son avantage, Gene LeBell a gagné le combat. Et Gene LeBell, ce qui est important à savoir dans tout ça, c'est que lui, on dirait que il a tellement fait de choses dans sa vie qu'il y a comme un lien à toutes les époques du mélange entre la lutte et le MMA. Parce que Gene LeBell, donc, il a eu sa carrière de lutteur, mais aussi, après ça, il est allé au cinéma. Donc, il a participé à peu près à 1000 tournages en tant que cascadeur, en tant qu'acteur et aussi 1000? figurant. Ouais, à peu près 1000? 1000, autant comme coordonnateur des cascades, OK. figurant. C'est souvent quand dans un film, surtout des années 70-80, à chaque fois qu'on voit un arbitre, soit un combat de boxe ou de lutte ou peu importe, c'est souvent Gene LeBell qui va faire le rôle. Ah, ouais. Et Gene LeBell, ben, je mentionne qu'il était arbitre, mais il est aussi arbitre pour de vrai. C'est lui qui était l'arbitre du fameux combat entre Antonio Inoki et Mohamed Ali, qui est aussi considéré comme un combat de MMA, si on peut dire, donc lutteur contre boxeur. Ce combat-là a eu lieu au Japon en 1976. C'était la grosse histoire à l'époque, parce que tout le Oui. monde se disait, hey, si un lutteur affronte un boxeur, qu'est-ce qui va arriver? Puis en plus, le lutteur, c'est Antonio Inoki, donc qui était comme la grosse star du Japon, et Mohamed Ali, ben, qui est comme soit le plus grand champion ou un des plus grands champions boxeurs de tous les temps. Et donc, le combat n'a peut-être pas donné ce que ça aurait dû être, parce qu'il y avait plein de règlements spécifiques à ce combat-là, mais il y a quand même ça a quand même participé à l'évolution, si on peut dire, de la question qu'est-ce qui arriverait si du monde de plusieurs disciplines s'affronterait? Et c'est éventuellement ce qui a mené, si on peut dire, à la création de la UFC, parce que la UFC, dans le fond, au départ, c'était qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un, mettons, je sais pas moi, qui fait du karaté, affronte un boxeur ou affronte un lutteur ou affronte, etc., etc. Donc, dans les premiers UFC, ben, bien sûr qu'il y a eu Ken Shamrock, mais il y a aussi Dan Severn. Dan Severn, lui, qui était là un peu comme un représentant de la lutte.
Et d'ailleurs, un fait à noter, c'est que dans les les premières participations à la UFC de Dan Severn, dans son coin, comme entraîneur, il y avait Al Snow. Ah, ouais. Ouais, ouais. Y avait-tu la tête de mannequin, là? Ah non, il n'y avait pas encore la tête de mannequin à cette époque-là. Mais très bonne Ah, question. ouais. Spécial, ça. Ouais, puis ben, tu sais, Dan Severn a gagné quand même quelques combats à UFC. Et quand on l'a vu arriver à Raw, il était avec sa ceinture de champion de la NWA, parce qu'à ce moment-là, il était champion de la NWA. Et donc, il est arrivé à la WWE aussi avec sa ceinture de champion de la UFC. Donc, pour ceux qui suivaient la lutte et qui n'avaient aucune idée c'était quoi la UFC à l'époque, ben, ça a quand même été, euh, comment je dirais ça, une première rencontre, si on peut dire, avec le MMA. Donc, puis c'est ça, par la suite, il y a eu quand même quelques autres Mais, combats. mais Ouais, je veux ouais, ouais. t'arrêter, Simon, parce que c'est intéressant, parce que dans la tête des gens, le MMA, c'est la UFC, c'est la cage, c'est tout le kit qu'on est habitué de voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que mix martial art, alors tu sais, ce que tu comptes, Mohamed Ali, il n'y avait pas de cage, mais c'était vraiment un mélange, parce qu'au départ, c'était ça, mais aujourd'hui, c'est l'image qu'on a aujourd'hui là, je dis la cage, là, mais tu sais ce que je veux dire. Là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu une évolution. Tu sais, au début, c'était vraiment quelqu'un, ces deux personnes de deux disciplines qui s'affrontaient pour voir c'était laquelle qui était la discipline qui était la meilleure. Mais éventuellement, ceux qui participaient à la UFC se sont mis à s'entraîner plusieurs disciplines parce que pour avoir un avantage, si on peut dire, sur leur adversaire et de gagner éventuellement, ben, faire plus d'argent, si on peut dire. C'est pour ça que du monde comme Ken Shamrock, qui sont allés à WWE, ont eu de la misère par la suite à revenir en MMA parce que le sport avait évolué. C'était la même chose pour, peut-être tu te souviens, à la WCW, il y a eu Tank Cabot. Ben oui, ben oui. Lui, il venait de la UFC, puis donc s'est essayé à la lutte. Ça a eu plus ou moins de succès. Quand il est revenu à la UFC par la suite ou dans les arts martiaux mix, il a eu de la misère parce que le sport, en juste 3 4 ans, avait tellement évolué que de reprendre ce sport-là, c'était trop pour lui. Puis il n'a pas eu autant de succès qu'il en avait eu au début. Je t'arrête encore une fois, Simon. Ça se peut-tu que pour un combattant de MMA, le fait d'embarquer dans un combat scripté où tu ne peux pas faire mal à tes adversaires, mais de revenir, à un moment donné, dans la tête, là, ça doit jouer. Là. Quand tu reviens dans MMA après, il faut que tu te réhabitues à frapper pour le vrai, entre guillemets. Ça ne peut pas causer des problèmes. Ça peut être une partie des problèmes de Abbott et de l'autre que tu as mentionné tantôt. Ben, il y a peut-être ça qui a joué, parce que c'est sûr aussi qu'en même temps, c'est pas le même entraînement. Tu sais, chaque sport a son entraînement. Mais je pense que dans le cas de Ken Shamrock et Tank Abbott, ben, il était peut-être rendu ben, le sport avait évolué, tu sais, à cette Mhm. époque-là, mais aussi je pense qu'il était rendu peut-être un peu trop vieux pour performer OK. au même niveau que les plus jeunes. Parce que, tu sais, si on prend le cas de Ken Shamrock, lui, quand il est retourné dans la UFC, il était là dans une rivalité contre Tito Ortiz. Tito Ortiz, c'est comme le jeune combattant prometteur que tout le monde avait de la misère à battre à ce moment-là. Donc, tu sais, Ken Shamrock faisait un peu partie de la vieille garde. C'est sûr, ça a donné ce que ça a donné comme combat, puis c'était quand même une rivalité intéressante, mais au Mais bout de la ligne, quand tu parles de... Excuse-moi, je te coupe souvent. il n'y a C'est parce aucun que problème. ça me fait penser à des affaires, puis j'aime ça, c'est une discussion quand même. Tito Ortiz, il n'est pas venu, lui? Oui, à la TNA, Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Ça me dit de quoi, ça? ouais, c'est ça. Ben, en fait, il est allé quelques fois à la TNA. Il a plus ou moins lutté. Tu sais, je pense que sa spécialité, c'était vraiment plus les arts martiaux mixtes. Puis je pense aussi qu'il utilisait la TNA. Je pense que la TNA l'utilisait parce que c'est un gros nom, les arts martiaux mixtes. Puis en même temps, à ce moment-là, je pense qu'il était avec
que je ne me trompe pas, il était avec Bellator. Donc, c'était Exact, aussi exact. utilisé pour promouvoir le combat de Tito Ortiz contre Rampage Jackson à Exact. Bellator. Là, c'est comme un peu un Exact. échange de services, on peut dire. C'est ça. C'est ça. Je m'en Mm. souviens, là. Excuse-moi. Mais donc, oui, c'est ça, Tito Ortiz. Donc, on mentionne Rampage Jackson qui est venu aussi un peu à la TNA. Ben, TNA a un historique de faire venir des combattants des MMA. Je ne sais pas si tu te souviens, quand Bobby et Lashley étaient à TNA, surtout vers la fin, donc Bobby Lashley il avait une carrière parallèle comme Mhm. combattant de MMA à Bellator. Et ils ont fait venir Dan Lambert, que lui, c'est le propriétaire de Oui, American oui. Top Team, qui est une équipe de combattants MMA. Donc, lui est arrivé avec Colby Covington, puis une couple de ses combattants, puis ils ont comme un peu fait une invasion de la TNA, mais pour soutenir Bobby Lashley. Ça a donné éventuellement un combat en équipe, si je me souviens bien. Il y a eu Bobby Lashley puis King Mo qui étaient dans un combat, comme je me souviens plus trop qui, mais donc là encore là, il y avait une connexion entre la MMA, TNA puis Bellator, puis donc c'est ça. Il y a eu d'autres combattants aussi d'MMA qui se sont essayés dans la lutte et qui ont eu. Il y en a qui ont eu du succès, d'autres moins. Tu sais, comme Matt Riddle, l'exemple, ben, c'est un ancien de la UFC qui s'est essayé à la lutte parce que à un moment donné, il s'est fait pogner s'est fait tester pour marijuana, puis c'était un peu illégal d'en consommer et de se battre en MMA. Donc, il s'est essayé à la lutte par la suite. Il s'est rendu jusqu'à la WWE. Il s'est fait Quand mettre même. dehors éventuellement. Ben oui, c'est ça. Mais qui continue encore dans la lutte. Tom Lawler aussi, qui est un ancien combattant de la UFC, s'est essayé à la lutte. On le voit des fois à la New Japan. On l'a vu aussi à MLW. Mais sinon, il y a le contraire aussi qui se passe. Tu as du monde comme CM Punk qui s'essaye à la UFC, puis ça a plus ou moins le succès qu'on aurait pu penser. Mais en même temps, dans le cas de CM Punk, il n'y avait pas nécessairement le background pour avoir une réussite dans la UFC versus un Brock Lesnar que lui, avant d'aller dans la WWE, c'était un lutteur amateur. Et lui, s'en aller aux Olympiques, c'est juste parce que c'était pas assez payant. Puis éventuellement, il a offert d'aller dans la WWE et s'entraîner comme lutteur professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il a lâché tout ça, mais il aurait probablement pu gagner une médaille olympique s'il avait été plus loin. Mais c'est un Punk, t'en parles, puis tu sais, il n'y avait pas de. Ben, en tout cas, de base, là, on n'a pas entendu parler qu'il était, à moins que je me trompe, la ceinture noire de karaté, puis tout ça. Y avait-tu des. Parce qu'à un moment donné, si t'as rien, si t'as aucun art martial que il me semble que Ben, surtout aussi. tu t'en vas creuser ta tombe, mettons. Surtout aussi à l'âge qu'il était rendu, parce qu'il a annoncé ça à 35 ans qu'il allait s'en aller dans les arts martiaux mix. Puis tout le monde a fait comme oh, OK, ouais, il est mieux d'avoir de bons entraîneurs. Puis c'est pas qu'il n'y avait pas de bons entraîneurs, mais là, tu sais, à un moment donné, tu commences cet entraînement-là. En plus que tu as les blessures aussi qui arrivent. Parce que souvent, en arts martiaux mix, les blessures n'arrivent pas nécessairement dans l'octogone, ils arrivent en entraînement plus que d'autres choses. Donc, il s'est blessé une couple de fois, puis éventuellement, ben, il y a eu son adversaire, Mickey Gall, puis ça a pris 3 secondes, puis Mickey Gall l'a ramassé parce que c'est bien de valeur, mais il n'y avait aucun background, tu sais, versus, ben oui, un Brock Lesnar, mais même tout récemment, ben, en tout cas, ça fait quand même 2, 3 ans maintenant, Jake Hager, qui est à la AEW, s'est essayé en arts martiaux mix à Bellator et ça a eu quand même un certain succès, mais je pense qu'à son dernier combat, il s'est rendu compte aussi que c'était peut-être un petit peu plus difficile qu'il pensait. Pour l'instant, en tout cas, sa carrière d'MMA a l'air d'être sur la glace parce que ça fait au moins 1 an ou 2 qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone. Parle-nous de Ronda Rousey, entre autres, parce que sa carrière allait très, très bien. À un moment donné, ça a été moins bien, puis on dirait qu'elle est arrivée dans la lutte à ce moment-là. Ben, Ronda Rousey, en fait, est arrivée au début de la division féminine de la UFC. Dans le fond, c'est comme un peu elle qui était
qui était envoyé au top, si on peut dire, par Dana White parce qu'elle avait tout. Je veux dire, elle était bonne et aussi elle avait, tu sais, je veux dire, c'était une belle femme, donc, tu sais, il pouvait facilement la mettre sur des posters. Donc, c'est ça. Ronda Rousey a battu tout le monde sur son passage, mais éventuellement, elle a frappé son mur. Puis après, on dirait qu'après ça, on n'a jamais été capable de se relever. Tu sais, souvent, tu sais, oui, OK, tu gagnes tout le temps, mais souvent, il y en a qui vont dire, mais c'est dans la défaite, si tu es capable de te relever, que là, tu vas montrer quel genre de champion ou championne que tu es. Oui, effectivement. Dans son cas, ben, après ça, elle n'a jamais plus été la même. Donc, éventuellement, c'était essayé dans la lutte. Moi, j'ai trouvé sa run à la WWE quand même assez intéressante. Mais il y a certains fans de lutte, je pense, qui n'ont jamais réussi à embarquer dans le train Ronda Rousey, si on peut dire. On dirait que, je ne sais pas, le fait qu'elle venait de la UFC, il y en a qui n'ont jamais réussi à l'accepter à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je la trouvais très bonne. Elle était bonne aussi, autant dans le ring qu'au micro. Elle avait le look pour être championne, etc., etc. Et d'ailleurs, sa gimmick de Rowdy, Ronda Rousey, qui est inspirée de Roddy Piper. Exact, exact. euh, donc, oui, vient de Roddy Piper, mais la connexion entre elle et Piper a été faite par la personne que je parlais au début, Gene LeBell. Parce que Gene LeBell a connu Roddy Piper sur les tournages de films. Et donc, Gene LeBell, Ronda Rousey l'appelait Uncle Gene parce que Gene LeBell la connaissait depuis qu'elle était tout jeune. OK. Et il a aussi participé à son entraînement. Et souvent, quand Ronda Rousey faisait des combats à la UFC, Gene LeBell était dans son coin comme entraîneur. Donc, Gene LeBell, c'est vraiment comme un peu un personnage moins connu du grand public, un personnage pas nécessairement obscur, mais en tout cas que les gens connaissent moins, mais qu'il y a vraiment sa main un peu partout dans toutes les facettes Ben oui, de l'histoire des arts martiaux mixtes. ça, tu disais tantôt dans plusieurs époques aussi, là. À la WWE, est-ce que j'ai rêvé ou Baszler elle venait également de ça? Ou? Oui, exactement. Elle a fait des combats d'arts martiaux mixtes. Elle s'est même rendue jusqu'à la UFC. Mais éventuellement, les deux combats qu'elle a fait à la UFC, ça a plus ou moins bien marché. Donc, elle a fait une transition vers la lutte. Elle a commencé dans le circuit indépendant. Je me souviens de l'avoir vu. Je ne connaissais pas à l'époque. Je suis allé voir l'ROH à Lowell, dans le coin de Boston. Puis dans l'après-midi, on est allé voir un show de lutte indépendante, Beyond Wrestling. Puis c'est la première fois que j'ai vu Shayna Baszler lutter. Je ne la connaissais pas en tout à l'époque. OK. Puis elle, dans le fond, elle faisait partie, elle était comme amie avec Ronda Rousey. Elle faisait partie des four, comment qu'ils appellent, les four horsewomen de la lutte. Tu avais donc Ronda Rousey et Marina Shafir qu'on voit à la AEW, puis un autre que je me souviens, je ne sais pas de son nom, mais que je pense qu'elle n'est plus vraiment impliquée dans le domaine de la lutte. Puis d'ailleurs, à un moment donné, quand Shayna Baszler elle a commencé à la UFC, Shayna Baszler a commencé à la NXT avec Marina Shafir, puis l'autre que je ne me souviens pas du nom. Il y avait des rumeurs qu'il allait avoir comme un combat entre les Four Horsewomen de la MMA contre les Four Horsewomen de la lutte. Charlotte Flair, Bayley. Becky Lynch, puis voyons l'autre, Mercedes Moné, je ne me souviens pas de son nom, Sasha Banks. Mais ça ne s'est jamais concrétisé, ce combat-là, peu importe quelle raison. Est-ce qu'on peut dire que le plus gros nom est Brock? Ouais, Le plus gros succès? Ben, plus gros succès d'un lutteur qui s'en va à la UFC et qui revient à la suite dans la lutte, mais aussi c'est qu'il a été champion heavyweight la UFC, donc c'est un peu dur d'aller plus haut que ça. Tu sais. Malheureusement, quand il a essayé de revenir à la UFC, oui, il a gagné contre Mark Hunt, mais il s'est fait disqualifier plus tard parce qu'il a utilisé des substances illégales pour tricher, si on veut. Et donc, il
s'est fait suspendre par la suite et il n'a jamais pu revenir à la UFC parce qu'il y a toujours eu des rumeurs par la suite que Brock allait revenir, mais je pense qu'il y avait plus d'argent à faire pour lui à la WWE. C'est plus facile aussi parce que j'imagine qu'il n'est pas testé versus peut-être d'autres lutteurs qui sont testés parce qu'il n'y a pas le même genre de contrat que d'autres lutteurs à la WWE. Chose certaine, Brock et Ronda, c'est crédible comme personnages de lutte qui viennent des arts martiaux mixtes. Tu regardes rentrer, tu regardes, ben là, Brock, à un moment donné, il est devenu souriant, là, mais à certaines époques, là, tu te disais, ils me font peur. Tu sais, je trouve que c'était crédible. Tu as tout à fait raison. Puis, un Matt Riddle aurait pu être crédible comme eux. Moi, c'est ce que je trouvais quand il était dans le circuit indépendant avant d'aller à NXT, puis ensuite à la WWE. Sauf que, pour une raison j'ignore, peut-être parce que Vince McMahon n'aime pas nécessairement les anciens combattants de MMA, ils ont donné une gimmick qui n'était pas nécessairement pour le mettre en valeur comme ancien combattant de MMA. Puis tu le voyais arriver, puis bon, c'est pas qu'il n'est pas bon lutteur, mais il est quand même assez bon, mais tu le vois arriver, puis tu n'as pas le même aura que quand un Brock Lesnar arrive ou même Ronda Rousey arrive. Tu le vois ils sortent d'en arrière des rideaux, puis que tu vois, là, t'as comme un genre de mindset qui fait en sorte que ces personnes-là s'en viennent tuer. Matt Riddle, je sais pas, à un moment donné, il arrive en trottinette ou je sais pas quoi, mais ça n'en vient pas tuer en trottinette. Non, non, à moins que tu aies un bazooka en avant. Là. Ben oui, puis tu vois, moi, je ne savais pas, Matt Riddle qui avait été dans les MMA, mais je ne l'aurais pas deviné, je suis certaine. Simon, on va faire une courte pause parce que j'ai une grande question à te poser par la suite. OK. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, quelle bonne première partie de notre ami Simon Lacroix. Mais Marc, je voulais savoir, toi, là, lequel des lutteurs MMA qui a fait ses débuts à la lutte tu as préféré? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est sûr que Brock Lesnar, il est vraiment crédible. Dans son ancien... je me suis mordu à la langue 2 fois. La langue épaisse. Dans son ancien personnage où il était sérieux, quand il est arrivé souriant, je trouvais que ça m'enlevait un peu, mais je ne trippe pas sur ce thème-là. MMA, okay. Je pense que les gars MMA, tout ce qui se passe, c'est très réel. La lutte, c'est scripté. Je trouve que le mélange, la recette, pour moi, ne prend pas bien, ne se digère pas bien. OK. Écoute, moi, si tu veux mon avis, moi, j'ai eu Ken Shamrock que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui était tout un athlète, puis qui était très crédible dans le ring. Il était champion intercontinental. Il était capable de faire plusieurs manœuvres. Il était vraiment impressionnant comme lutteur. Là. Puis lui, il arrivait à des arts martiaux mixtes. On peut penser à Tank Abbott aussi, que moi, je le trouvais drôle. Ouais, il avait donné un rôle comique. Il dansait avec 3 Count. Mais puis on a eu Dan Severn qui ont voulu nous mettre dans la gorge un peu. Puis ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas toujours bon parce que le vrai versus le work, parce que je ne vais pas dire le fake, parce que la lutte, c'est pas fake. C'est très différent. Oui, oui. Et justement, depuis que Endeavor, c'est ça? Endeavor, oui. Oui, a acheté WWE, qui a eu tout ce changement-là. J'ai demandé à Simon Lacroix dans la deuxième partie, est-ce qu'il pense que ça peut changer vu que les deux compagnies, UFC et WWE, sont chapeautées dans la même entreprise? Wow, mais ça va être intéressant. Donc, sans plus tarder, on écoute la deuxième partie de l'entrevue avec Simon Lacroix. On est de retour avec Simon Lacroix pour parler de la MMA qui s'invite dans l'arène de lutte et des fois les lutteurs qui s'invitent dans la MMA. Mais là, avec ce qui est arrivé avec la vente de la WWE,
cette grosse compagnie qui inclut ces deux grandes images-là, lutte et MMA. Est-ce que tu penses que le futur, on va en voir plus ou si tu penses que ça ne changera rien? Hmm, c'est une excellente question. Merci. Il est dur à répondre parce que je pense que ça dépend parce que tu as du monde en fait, ça dépend des individus qui seraient impliqués dans l'affaire, dans le sens que si les combattants d'arts martiaux mix n'aiment pas la lutte, je pense pas que ça va être tenté d'aller à la WWE. Donc, les seules personnes, je pense, qui pourraient le faire et faire la transition et de la bonne manière, ça serait ceux que d'abord et avant tout étaient fans de lutte et que ça va les intéresser d'aller et qui comprennent c'est quoi la lutte, donc ça va les intéresser d'aller faire un combat de lutte. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est le désir des dirigeants? C'est sûr et certain que ça serait comme un peu ça serait des dream match pour ceux qui sont autant fans de UFC que WWE. Mais je pense qu'il faut juste trouver la bonne manière de le faire si c'est pour arriver. Mais tu as peut-être aussi du monde qui se dirait ouais, mais là, ça sera pas. Ça va peut-être diminuer la valeur du sport qui est les arts martiaux mixtes, Ouais, d'aller prendre un combattant et de le mettre dans la lutte. Donc, ça pose plein de questions, puis je ne sais pas si c'est pour ce faire, comment ça va être fait. Et en tout cas, j'espère que ça va être fait de la bonne manière. Mais oui, ça pourrait arriver. Ben, tu sais, tantôt, tu parlais de TNA et à Bellator, qu'il y avait eu, tu sais, il y avait eu un échange de bons procédés pour promouvoir les deux. Fait que je me dis, là, c'est la même entreprise. Mais tu as raison, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça diminuerait le vrai de MMA. Mais tu sais, est-ce que, je sais pas, moi, un combattant de la UFC pourrait apparaître comme, tu sais, à l'époque, tu avais des general managers de Raw qui étaient invités chaque semaine. Donc, est-ce qu'il pourrait apparaître un peu comme une vedette peut apparaître à Raw, puis peut-être éventuellement mener à quelque chose ou un pay-per-view, soit comme guest enforcer dans un combat, qui peut peut-être mener un jour à un combat, qui sait, tu sais, puis éventuellement, ça fait autant la promotion de la UFC que la WWE, tu sais, peut-être. Tu sais, c'est peut-être le genre de scénario que je verrais, mais de faire un gala où est-ce que ça serait juste du monde de la UFC contre du monde de la WWE, ça serait un rêve qui arriverait, je pense, pour plusieurs personnes, mais je sais pas, je ne vais pas arriver, en tout cas pas tout de suite. C'est ça. Écoute, c'était super intéressant, Simon. Et en terminant, quand tu parlais de Gene LeBell, tu savais qu'il avait un succès musical, lui, que tout le monde connaît? Non? Non, je sais pas. C'est pas lui qui fait Gene LeBell, Gene LeBell, Gene LeBell Rock. Oh boy! Ben, en tout cas, je voulais faire une suggestion de lecture pour les personnes qui écoutent ton podcast. C'est The Toughest Man Alive, le livre de Gene LeBell. Okay. Mais je crois qu'il ne parle pas de sa chanson dans le livre. Simon, un gros merci. Ben, je sais que ça prend de la préparation, puis c'était une thématique qui n'était pas facile à faire. Fait que j'apprécie beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on va se voir à Rebellion. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, OK, ça se pourrait très bien, mais en tout cas, je le souhaite aussi. Ça serait le fun, on pourrait prendre une bière, trouver un magasin de bière de microbrasserie et de trinquer. Ce serait le fun. Oui, c'est ça. J'appréciais toujours quand on allait justement prendre une bière après les galas de pay-per-view de TNA, ben, Impact à l'époque, à l'hôtel après. Puis moi, mon vœu pieux, c'est que Simon Lacroix, de temps en temps, écoute TNA en français au lieu de rester toujours en anglais. Mais c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Si Mathieu Lavigne est chez moi,
pour y faire plaisir, on va écouter 2, 3 combats en français. Non, mais C'est bon. j'apprécie les commentaires de toi, Pensum JF, quand je l'écoute avec Mathieu, mais je sais pas, c'est juste par habitude. Ben, écoute, il m'est arrivé la même chose, moi, avec le football. Tu sais, il y a eu les séries. Mes chums de RDS, je sais qu'ils sont très, très bons, mais je ne suis pas capable. Moi, je veux écouter. Tu sais, fait que je comprends. Je comprends. Écoute, un gros merci. Je te laisse là-dessus. Et on se reparle sous peu et peut-être qu'on se voit le 20 avril à Rébellion. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas ça sera où, mais selon mes sources, ça serait facile de conduire. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Je n'essaierai pas de deviner, mais bon, j'ai Non. compris le message. Fait que attention à toi et au plaisir. Ben, c'est cool, merci, à la prochaine. Blondin, après le fulgurant succès du multiverse qu'on n'a toujours pas compris le concept, Exact. on change ça tout de suite pour un nouveau segment qui va s'appeler La nouvelle de la semaine. Oui, exactement. Quelque chose qui t'a frappé dans la semaine. C'est présenté par notre ami Max Bacon, 514-2. Hey, hey. 2. 514-260-9415. 514-260-9415. Le meilleur Si tu as courtier à vendre, immobilier ouais, au monde. si t'as à vendre ou acheter une maison, appelle Max, il est super sharp. Et d'après ce que j'ai su, je ne veux pas faire ma langue sale, mais ça a C'est l'air gentil. qu'il court après moi parce qu'il aimerait devenir un gérant dans le monde de la lutte. Oh! Puis il a une grande gueule. Il a une grande gueule. Pour pas dire une grande gueule. Ouais, pour nos amis de la France, on les salue. Ouais. Et parlant de tout ça, notre ami David Jouan Le Don Juan des pauvres. nous a mis un petit clip là, de notre dernière performance à Hard to Kill où on parlait Ouais. de Garnotte. Oui, exactement. Et Yeah. moi, je disais, nos amis de la France, des roches. Ouais, Ça semble être exact. des Garnottes en France. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Marc, ton moment de la semaine, c'est quoi? Ben, écoute, moi, c'est les blessures. Tu sais, on a su que notre ami Kevin était blessé au pied, mais surtout, tu sais, on a parlé de Royal Rumble la semaine passée, là, Ouais. mais le chum CM Punk, il est fragile, hein, Ansem? Écoute, il a été blessé à la All Elite Wrestling. Il revient à WWE. Il se blesse au triceps. Il y avait une belle histoire qui se dessinait avec lui et Seth Rollins, peut-être, ou Drew McIntyre pour WrestleMania. Là, il est blessé au triceps. C'est déchiré, donc il y a une longue période de convalescence. Est-ce que c'est le temps qui fait son œuvre sur CM Punk, qui est injury prone, qui est, je ne sais pas comment le traduire, mais qui est facilement blessé, il se blesse facilement. C'est un sport très, très difficile. Moi, j'ai eu ma première grosse blessure à 42 ans, puis ça a changé ma vision, ma perception de la lutte. Puis on dit qu'il ne faut pas que tu commences à lutter pour avoir peur de te blesser, mais là, lui a lutté énormément dans sa vie, puis il a pris une grosse période de pause. Est-ce que c'est ça qui fait que la pause a fait que ton corps n'était pas habitué à tomber aussi souvent, puis que tu te blesses plus facilement? Je ne suis pas médecin, puis comme dirait Pat Burns, c'est médical, puis ça fait mal, mais ça fait que CM Punk est revenu, un gros hype, au Royal Rumble, fini comme finaliste, puis il est blessé, puis il ne sera pas là à WrestleMania. Ouais, ça fait foin. Ouais. Ouais, Et notre ami Benoît Bornet s'amuse à m'envoyer des photos. Drew McIntyre qui parle c'est le Tricep Day. Puis, ouais, j'ai vu ça. Il arrête pas de me l'envoyer. C'est de l'humour noir. Ouais, mais quand la réalité se mêle à la lutte, c'est toujours bon. Donc, il y a peut-être, il semble avoir de la vraie animosité entre les deux hommes, puis ça fait encore de la meilleure télé quand c'est le cas. Nous autres, on saillit pour vrai, donc quand on est sur un show ensemble, c'est encore meilleur. Ben oui, c'est facile, c'est facile. Écoute, j'ai travaillé fort avec le Casanova, non, le Don Juan. Eh, bon, je me mélange. David Juan pour les prochains épisodes. Écoute, la semaine prochaine, on parle des factions. Ça, c'est des regroupements, des équipes, mais que plus que 3 membres. Ouais. Et justement, Joey Soprano, que j'ai rencontré
à Film Fanatique, va nous parler des factions vues par un gérant. OK. On a Alex, Vincent et il y a Mathieu Lavigne qui va me faire un top 5 ou un top 10, bien évidemment, Sur les costumes? sur les les factions. Hey, t'as bien Hey, la langue épaisse aujourd'hui. Alex Morin et Vincent, c'est des membres, j'en veux d'autres membres. Alors écrivez-moi en privé, je veux d'autres membres, je veux pas d'autres bras, d'autres jambes. Là. Non, mais J'ai tu d'autres prendrais membres. une jambe peut-être plus longue, j'imagine, Oui, si t'avais la chance. exactement. La lutte japonaise sera également un épisode du mois de février. Les analystes colorés. Et là, je réponds à plein de monde là, qui me mettent n'importe quel nom. Ouais. Pour moi, je ne suis pas un analyste. Moi, je suis un commentateur. Toi, tu es un analyste. Tu n'es peut-être pas coloré parce que tu n'es pas rendu là, mais tu es un analyste. Alors, ça boy. ça va conclure le mois de février et je te donne le mois de mars. Eric Bischoff, on va parler des catchphrases, les soyez-y, mesdames, messieurs, les wouh, tout ça. On va parler, du musée de la civilisation où j'y serai à l'inauguration. Ils font une exposition sur la lutte au Québec. Et on va terminer avec les scandales dans le monde de la lutte professionnelle. Mettons que c'est un sujet très chaud. Oui, Ouais, hey, on a beaucoup de bons sujets qui s'en viennent. Ouais. Mais Marc, comment on invite les gens à revenir la semaine prochaine nous écouter pour l'épisode sur les factions? Le numéro 152, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.